Mon père disait que les hommes ne devraient pas pleurer. Puis, mon petit frère l'a fait pleurer. Mon père a toujours été le genre d'homme qui pense que les émotions sont une faiblesse. Les vrais hommes ne pleurent pas. Les vrais hommes gèrent leurs problèmes. Les vrais hommes ne parlent pas de leurs sentiments. Je l'ai entendu pendant toute mon enfance. Et honnêtement, j'ai arrêté d'attendre autre chose de sa part il y a des années. Quand j'avais 7 ans et que je me suis tellement écorché le genou que j'ai eu besoin de points de suture, il m'a dit d'arrêter de pleurnicher aux urgences. Quand j'avais 10 ans et que mon lapin de compagnie est mort, il a dit que pleurer pour un animal était ridicule. Quand j'avais 14 ans et que je n'ai pas été prise dans l'équipe de volley-ball du lycée, il m'a traité de reine du drame, parce que j'en étais bouleversée. Chaque moment riche en émotions de ma vie était accompagné du même message de sa part. Prends sur toi, passe à autre chose, ne laisse personne te voir craquer. Peut être pire, en fait, parce que papa attendait encore plus de son fils, l'enfant chéri qui était censé perpétuer le nom de la famille et être dur comme lui. Le mois dernier, ma meilleure amie, Ashley est morte. Pas d'une manière lente et préparée, où nous aurions eu le temps de dire au revoir. Elle avait une leucémie, et répondait bien au traitement. Et puis, un mercredi matin, elle ne s'est tout simplement pas réveillée. Des complications, a dit le médecin. Parfois, ça se passe comme ça. Je l'ai appris pendant le premier cours d'anglais, quand mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de notre discussion de groupe, et j'ai su avant même de regarder. Je suis sortie de la classe sans permission, je me suis enfermée dans les toilettes, et j'ai pleuré plus fort que jamais de toute ma vie. Ces horribles sanglots haletants que je ne pouvais pas contrôler, comme si mon corps essayait d'expulser physiquement la douleur. Ma mère est venue me chercher 1 heure plus tard et m'a serré dans ses bras sur le parking pendant que je m'effondrais. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon père était dans le garage en train de travailler sur son pick-up. Maman est allée lui dire ce qui s'était passé. Puis il est entré, et m'a trouvée sur le canapé entourée de mouchoirs, les yeux si gonflés que je pouvais à peine voir. Il est resté sur le pas de la porte pendant être 30 secondes, juste à me regarder. Puis il a dit exactement ce que je savais qu'il dirait. Tu dois te ressaisir. Je sais que tu es contrariée, mais pleurer ne la ramènera pas. Tu dois être forte maintenant. Sa voix n'était même pas dure, juste factuelle, comme s'il expliquait quelque chose d'évident, comme si la mort de ma meilleure amie n'était qu'un autre problème à résoudre en n'ayant pas de sentiment à ce sujet. Quelque chose s'est brisé en moi, à ce moment-là. Je lui ai dit que je ne voulais pas être forte. Je lui ai dit qu'Ashley était morte et que j'avais le droit d'être dévastée. Je lui ai dit que prétendre que tout allait bien n'aiderait en rien. Ma voix devenait plus forte à chaque mot, et je pouvais voir son visage rougir, comme c'était toujours le cas, quand quelqu'un le défiait. Il a commencé à dire quelque chose sur le fait que la vie allait m'imposer des choses plus dures que ça, mais ma mère s'est interposée entre nous, et lui a dit très calmement que s'il ne pouvait pas me soutenir, il devait partir. Ils se sont dévisagés pendant quelques secondes. Puis il a secoué la tête et est retourné au garage. J'ai entendu son pick-up démarrer, et il n'est rentré que tard cette nuit-là. L'enterrement a eu lieu samedi. La mère d'Ashley m'a demandé de prendre la parole pour partager des souvenirs au nom de notre groupe d'amis. J'avais écrit quelque chose la veille au soir, pleurant sur le papier, alors que j'essayais de trouver les mots qui pourraient éventuellement capturer ce qu'elle représentait pour moi. Debout là-bas, regardant son cercueil avec des photos tout autour, j'ai à peine réussi à aller jusqu'au bout. Ma voix n'arrêtait pas de se briser, et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois juste pour respirer, mais j'y suis arrivée. Et après, sa mère m'a serré très fort dans ses bras et m'a remercié d'avoir aimé sa fille. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, je suis allée directement dans ma chambre et je n'en suis pas sortie. Je ne pouvais pas affronter le commentaire sans émotion que mon père allait inévitablement faire. Pendant la semaine suivante, il m'a pratiquement évitée. Il ne pouvait pas supporter d'être près de mon chagrin, alors il a juste fait, comme si je n'existais pas. Son mécanisme d'adaptation typique pour tout ce qui est émotionnellement inconfortable. Ma mère n'arrêtait pas de prendre de mes nouvelles, mais papa agissait comme s'il ne s'était rien passé du tout. Le vendredi soir suivant, Ethan a frappé à ma porte vers 20 h. Il s'est assis sur mon lit, l'air nerveux, et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai donné le ça va automatique que je donnais à tout le monde, mais il n'avait pas l'air convaincu. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Il m'a dit qu'il faisait des cauchemars sur la mort,
se réveillant effrayé qu'il m'arrive quelque chose à moi ou à maman, et à chaque fois qu'il essayait de parler à papa du fait qu'il avait peur, papa lui disait de s'endurcir, et de ne pas s'inquiéter pour des choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Ethan a dit qu'il avait l'impression que quelque chose n'allait pas chez lui pour être si affecté par ça, comme s'il ne parvenait pas à être le fils fort que papa voulait. Mon cœur s'est brisé en entendant ça. Je l'ai serré dans mes bras, et je lui ai dit qu'il n'y avait rien de mal chez lui. Je lui ai expliqué qu'avoir des sentiments était tout à fait normal et sain, et que la façon dont papa gérait les émotions n'était pas la seule, ni même une bonne façon. Je lui ai parlé de mes propres difficultés, de la façon dont certains jours je pouvais à peine sortir du lit, mais qu'en parler et m'autoriser à pleurer, m'aidait en fait à tout assimiler. Ethan a écouté et m'a ensuite posé cette question que je n'oublierai jamais. Penses-tu que papa est parfois triste à propos de certaines choses, mais qu'il le cache juste très bien? Ou penses-tu qu'il ne ressent vraiment pas les choses de la même façon que nous? Je ne savais pas quoi répondre parce que je n'en étais sincèrement pas sûre. Notre père était un tel livre fermé que je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement en lui. Le lendemain après-midi, Ethan avait un match de baseball, l'un des derniers de la saison, et papa en avait parlé toute la semaine, parce que des recruteurs de l'équipe du lycée devaient être là. Maman m'a convaincue de venir, disant que ça me ferait du bien de sortir de la maison. Nous nous sommes assises dans les gradins pendant qu'Ethan s'échauffait, et je pouvais voir que papa était tendu, observant chacun de ses mouvements, avec une concentration intense. Le match a commencé avec Ethan au poste de lanceur, ce qui était sa meilleure position. Les premières manches se sont très bien passées, et son équipe gagnait. Papa était détendu, et souriait même. Mais dans la quatrième manche, tout a mal tourné. Ethan a lancé une balle qui a été frappée très fort, une balle fusante revenant droit vers le monticule. Il a essayé de l'attraper, mais la balle l'a frappé directement au visage, avant qu'il ne puisse lever son gant. Le bruit de l'impact était écœurant. Ethan est tombé immédiatement et tout le monde dans les gradins a halté et s'est levé. Papa a sauté par-dessus la clôture et courait avant même que les entraîneurs ne bougent. J'étais juste derrière lui avec maman, le cœur battant à tout rompre. Quand nous avons atteint Ethan, il y avait du sang partout. Son nez était manifestement cassé, être sa pommette aussi. Il était conscient mais hébété, et il a commencé à pleurer dès qu'il nous a vus. Pas seulement de douleur, mais de peur, de choc, et probablement d'embarras. Les entraîneurs ont appelé une ambulance, et papa s'est agenouillé à côté de lui, en essayant d'évaluer les dégâts. C'est à ce moment-là qu'Ethan a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il a regardé papa droit dans les yeux à travers ses larmes, et a dit « Je suis désolé de pleurer. J'essaie d'être fort comme tu le veux. Je suis désolé d'être faible en ce moment. » Sa voix était si petite et brisée, s'excusant d'avoir une réaction tout à fait normale, après avoir été frappé au visage par une balle de baseball. J'ai vu le visage de mon père changer à ce moment-là. Quelque chose s'est modifié dans son expression, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. L'ambulance est arrivée, et ils ont chargé Ethan sur un brancard. Papa est monté avec lui pendant que maman et moi suivions en voiture. À l'hôpital, ils ont confirmé que son nez était cassé et qu'il avait une fracture de la pommette. Ils ont dû remettre son nez en place tout de suite, ce qui impliquait essentiellement de le recasser, pour le replacer correctement. Le médecin a expliqué la procédure et a demandé si nous voulions attendre dehors, mais Ethan a attrapé la main de papa et lui a demandé de rester. Ils ont donné à Ethan quelque chose pour la douleur, mais il ressentirait quand même de la pression et de l'inconfort. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte, pendant que le médecin travaillait, et j'ai regardé mon père tenir la main d'Ethan, pendant qu'Ethan fermait fort les yeux, et que des larmes coulaient sur son visage. Papa n'arrêtait pas de dire « Ça va aller. Tu te débrouilles très bien, c'est presque fini. » Sa voix tremblait légèrement, ce que je n'avais jamais entendu auparavant. Quand ce fut enfin terminé, Ethan était épuisé, et son visage était si enflé, qu'il ressemblait à une autre personne. Il voulait le garder la nuit en observation, à cause du traumatisme crânien. Maman est allée remplir des papiers, et je suis restée dans la chambre avec Ethan et papa. Ethan s'était endormi à cause des analgésiques, et papa s'était assis sur la chaise à côté du lit, le regardant fixement. J'étais sur le point de partir, pour lui laisser de l'espace, quand il a commencé à parler. Il ne m'a pas regardé, il a juste gardé les yeux fixés sur Ethan, mais il a commencé à me dire des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Il a dit que quand il avait l'âge d'Ethan, son propre père le frappait quand il pleurait. Pas juste lui crier dessus ou lui dire de s'endurcir,
mais le frapper littéralement au visage, s'il montrait une émotion. Papa a dit qu'il avait appris très tôt que les sentiments vous blessaient, alors il a tout enfoui aussi profondément que possible. Il pensait nous protéger en nous apprenant à ne pas pleurer, en nous préparant à un monde qui se ficherait de notre douleur. Mais de voir Ethan s'excuser de pleurer, alors qu'il avait le visage brisé, lui a fait réaliser qu'il faisait exactement la même chose que son père, juste sans la violence physique. Il nous apprenait que nos émotions nous rendaient faibles, que nous ne pouvions pas lui confier nos vrais sentiments, et que cela détruisait sa relation avec nous deux. Sa voix s'est brisée quand il a dit cette dernière partie, et je l'ai regardé, sous le choc. Mon père, que je n'avais jamais vu montrer la moindre émotion à part la colère, était assis là, les larmes coulant sur son visage. Il a fini par me regarder, et m'a dit qu'il était désolé. Désolé pour chaque fois qu'il avait minimisé ma douleur. Désolé de m'avoir fait sentir que je devais cacher qui j'étais. Désolé de ne pas avoir été là quand Ashley est morte. Il a dit qu'il ne savait pas comment être différent, mais qu'il voulait essayer parce que perdre sa relation avec ses enfants ne valait pas la peine de maintenir une image de force qui n'était en réalité que de la peur. Je suis restée assise là, complètement pétrifiée, parce que je ne savais sincèrement pas quoi dire. C'était le père que j'avais passé 16 ans à espérer avoir. Apparaissant soudainement dans une chambre d'hôpital après que mon frère a été frappé au visage par une balle de baseball. Ça semblait surréaliste, mais je pouvais voir qu'il était sincère. Ce n'était pas un moment théâtral. Il était en train de détruire véritablement les murs qu'il avait passé des décennies à construire. Maman est revenue, a vu papa pleurer, et a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Papa a juste secoué la tête et a dit que ça allait, puis il s'est repris, et a poussé un rire bizarre et brisé. Il a dit, « En fait, non, ça ne va pas. » Notre fils s'est excusé de pleurer alors qu'il a le visage brisé parce que je lui ai appris que les émotions sont une faiblesse. Et notre fille a perdu sa meilleure amie, et je lui ai dit de passer à autre chose. Je ne vais pas bien du tout. Maman s'est assise de l'autre côté de lui, et a posé sa main sur son épaule. Et nous sommes restés tous les trois assis là, dans la chambre d'hôpital, pendant qu'Ethan dormait. Papa n'arrêtait pas d'essuyer ses yeux et de s'excuser de pleurer, ce qui était presque drôle d'une manière triste. Il faisait exactement ce qu'il nous avait toujours dit de ne pas faire, et il ne pouvait même pas s'empêcher de s'en excuser. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser, que c'était en fait le plus humain que je l'ai jamais vu, et que je préférais cette version. Il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de profond, mais en réalité, j'étais juste honnête. Quand Ethan s'est réveillé quelques heures plus tard, la première chose qu'il a vue, ce sont les yeux rouges et gonflés de papa. Le visage d'Ethan était tellement amoché qu'il pouvait à peine parler. Mais il a réussi à demander si papa allait bien. Papa a ri et a dit qu'il s'était posé la même question. Et en réalisant que la réponse était non, il n'allait pas bien depuis très longtemps. Il a dit à Ethan qu'il était désolé de lui avoir fait croire que pleurer était mal, qu'il était fier de lui pour sa sensibilité et son empathie envers les gens, qu'être capable de ressentir les choses profondément n'était pas une faiblesse. C'était en fait la chose la plus forte qu'une personne puisse faire. Ethan l'a juste regardé fixement, confus, se demandant probablement si les analgésiques le faisaient halluciner, parce que ce n'était pas le père que nous connaissions. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu, parce qu'après 16 ans, mon père devenait enfin quelqu'un à qui on pouvait vraiment parler. Il avait fallu que ma meilleure amie meure et que mon frère soit gravement blessé. Mais quelque chose avait enfin percé. Ils ont laissé Ethan sortir le lendemain matin, avec des instructions pour les soins, et les rendez-vous de suivi. Son visage était affreux, les 2 yeux au beurre noir et son nez enveloppé de bandages. Papa a insisté pour porter toutes ses affaires, et l'aider à aller jusqu'à la voiture, même si Ethan disait qu'il pouvait très bien marcher. Quand nous sommes rentrés à la maison, papa a installé Ethan sur le canapé avec des oreillers, des couvertures et des poches de glace. Il lui a apporté de l'eau et des médicaments, et n'arrêtait pas de demander s'il avait besoin d'autre chose. Maman et moi avons échangé des regards car c'était extrêmement inhabituel chez lui. Papa ne s'était jamais montré aussi attentionné ni n'avait montré ce genre d'affection envers qui que ce soit. Il était toujours le parent adepte de l'éducation à la dure, qui s'attendait à ce que vous gériez les choses par vous-même. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en lui pendant ces heures à l'hôpital. Cette nuit-là, notre discussion de groupe familial, qui était presque morte depuis des mois, est soudainement devenue active. Papa a envoyé un long message, disant qu'il voulait qu'on refasse des dîners en famille, et qu'on se parle vraiment de choses réelles, pas seulement de choses superficielles. Il a dit qu'il savait qu'il avait été distant et émotionnellement indisponible, et qu'il voulait faire des efforts pour être plus présent.
Le premier dîner en famille a été terriblement gênant. Je ne vais pas mentir. Nous étions assis autour de la table et personne ne savait vraiment quoi dire parce que nous n'étions pas habitués à cela. Papa m'a posé des questions sur le lycée et a vraiment écouté ma réponse, au lieu de simplement hocher la tête et de retourner sur son téléphone. Il a posé des questions sur mes amis et sur la façon dont je faisais face à la mort d'Ashley. Je lui ai donné des réponses honnêtes et il ne m'a pas dit de passer à autre chose ou d'être forte. Il a juste dit qu'il était désolé et a demandé ce qu'il pouvait faire pour m'aider. C'était bizarre d'avoir un père qui s'impliquait réellement dans ma vie. Ethan était encore assez dans les vapes à cause des médicaments. Mais papa l'a interrogé sur ses cours, ses amis et ses projets pour le lycée l'année prochaine. De vraies questions qui montraient qu'il s'intéressait à autre chose qu'aux simples statistiques de baseball. Maman était assise là à regarder tout cela avec une expression que je n'arrivais pas bien à déchiffrer. Comme si elle était prudemment optimiste, mais qu'elle s'attendait aussi à ce que les choses se gâtent. Je crois qu'on attendait tous un peu que papa redevienne son ancien lui, mais il ne l'a pas fait. Au cours des semaines suivantes, il a continué à se comporter différemment. Quand je passais une mauvaise journée et que je rentrais contrariée par quelque chose, il ne me disait pas de m'endurcir. Il demandait ce qui s'était passé, et si je voulais en parler. Quand Ethan s'est montré nerveux à l'idée de reprendre le baseball après sa blessure, papa s'est assis avec lui et a reconnu que la peur était normale, et qu'ils pouvaient surmonter ça ensemble. Il a commencé à venir à mes matchs de volley-ball, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'asseyait dans les gradins, et m'encourageait vraiment, au lieu de rester sur son téléphone tout le temps. Après un match que nous avons lourdement perdu et où j'ai terriblement mal joué, j'appréhendais le trajet du retour. Mais au lieu de critiquer ma performance comme je m'y attendais, il m'a dit qu'il était fier de moi, pour avoir fait de mon mieux, même quand ça n'allait pas. J'ai failli cracher la voiture, tellement j'étais sous le choc. Il allait falloir s'habituer à cette nouvelle version de mon père. Le vrai grand moment est arrivé environ 1 mois après l'accident. Nous dînions encore en famille, et papa a abordé un sujet dont je n'aurais jamais cru qu'il parlerait. Il a dit qu'il avait commencé à voir un thérapeute pour régler ses problèmes d'expression émotionnelle et le traumatisme de sa propre enfance. Il nous a dit que son père avait été violent, pas seulement avec les coups, mais avec des attaques verbales constantes, qui lui avaient fait croire que montrer la moindre faiblesse l'exposerait à être blessé. Il avait gardé cette croyance à l'âge adulte, et nous l'avait transmise sans même s'en rendre compte. Mais il travaillait maintenant à désapprendre ces schémas, parce qu'il ne voulait pas nous briser comme son père l'avait brisé. Entendre mon père parler de thérapie, de traumatisme et de schémas de maltraitance, était surréaliste. C'était l'homme qui avait toujours dit que la thérapie était pour les gens faibles, qui ne pouvaient pas gérer leurs problèmes. Maintenant, il était assis à notre table de salle à manger, vulnérable et honnête, à propos de ses difficultés. Le visage d'Ethan avait plutôt bien guéri à ce moment-là, bien que son nez ait maintenant une légère bosse qui serait probablement permanente. Il a dit à papa qu'il était fier de lui pour avoir cherché de l'aide, et j'ai vu les yeux de mon père s'embuer de larmes à nouveau. Il n'était toujours pas très doué pour gérer ses émotions, mais au moins maintenant il s'autorisait à les ressentir. Il a remercié Ethan, et a dit que ce moment à l'hôpital, où Ethan s'était excusé de pleurer, avait débloqué quelque chose en lui, qui avait été verrouillé pendant des décennies. Il a réalisé qu'il transformait son fils en la même personne émotionnellement refoulée qu'il était devenu, et il ne pouvait pas laisser ça arriver. C'était l'une des conversations les plus honnêtes que nous ayons jamais eues en famille. Maman a tendu la main à travers la table, et a serré celle de papa, et j'ai vu des larmes dans ses yeux à elle aussi. Je pense qu'elle avait attendu des années, qu'il s'occupe de ses problèmes, et elle était soulagée que cela se produise enfin. L'école a repris après les vacances d'automne, et je luttais toujours avec l'absence d'Ashley. Son casier était juste à côté du mien, et chaque matin je le voyais, et je ressentais cette vague de tristesse. Notre groupe d'amis s'était un peu fracturé après sa mort. Chacun gérait le deuil à sa façon. Certains se sont plongés à corps perdu dans des activités, d'autres se sont complètement repliés sur eux-mêmes. J'étais quelque part au milieu, agissant de manière mécanique mais n'étant pas vraiment présente. Un matin particulièrement difficile, je suis restée plantée devant son casier, et j'ai commencé à pleurer au milieu du couloir. D'autres élèves passaient en me dévisageant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mon téléphone a sonné, et c'était papa, ce qui était inhabituel, car il ne m'appelait jamais à l'école. Il m'a demandé si j'allais bien, parce qu'il avait le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit où j'étais et ce qui se passait, et il a dit qu'il serait là dans 10 minutes. Je suis sortie pour l'attendre et, fidèle à sa parole, il s'est garé exactement 10 minutes plus tard.
Il ne m'a pas demandé d'explications ni posé un tas de questions. Il a juste dit « Monte dans la voiture. On prend une journée pour notre santé mentale. » Nous sommes allés dans ce petit resto, où nous avions l'habitude d'aller quand j'étais petite, et il m'a acheté des pancakes et du chocolat chaud. Puis il a dit que je pouvais parler si je le voulais, ou que nous pouvions juste rester assis là, selon ce dont j'avais besoin. J'ai fini par tout lui dire, à quel point j'avais l'impression de me noyer dans la tristesse certains jours, et comment je me sentais coupable quand je passais de bonnes journées parce qu'Ashley n'aurait plus jamais de bonnes journées, comment j'étais en colère contre moi-même de ne pas avoir passé plus de temps avec elle quand elle était malade, même si je lui rendais visite tous les week-ends, comment j'étais terrifiée à l'idée de perdre quelqu'un d'autre que j'aimais, ce qui me poussait à repousser les gens. Papa a tout écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, il a partagé avec moi quelque chose que je n'avais jamais su. Il m'a dit que sa petite sœur était morte quand il avait 17 ans, dans un accident de voiture, et qu'il n'avait jamais vraiment fait le deuil. Il l'avait juste enfouie, et était passé à autre chose, parce que c'était ce que son père lui avait dit de faire. Et ça l'avait hanté toute sa vie. Il a dit que de me voir faire le deuil d'Ashley si ouvertement et honnêtement lui apprenait que, peut-être, il avait besoin de faire enfin le deuil de la mort de sa sœur, lui aussi, que peut-être, s'il s'était autorisé à ressentir cette douleur à l'époque, il ne serait pas devenu si émotionnellement fermé. Nous sommes restés assis dans ce restaurant pendant 3 heures, à parler de perte et de deuil, et de la difficulté de continuer à vivre, quand quelqu'un qu'on aime est parti. C'était la première vraie conversation que j'ai jamais eue avec mon père, où il me traitait comme une égale, au lieu d'une enfant, qui avait besoin d'être recadrée. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, maman a demandé où nous étions passés, et papa lui a expliqué pour la journée de santé mentale. Au lieu d'être en colère qu'il m'ait fait rater l'école, elle nous a serrés dans ses bras tous les deux. Elle a dit qu'elle était heureuse que nous soyons enfin en train de nous rapprocher, et qu'elle espérait cela depuis des années. Ce soir-là, j'ai posté sur les réseaux sociaux que j'avais pris une journée de santé mentale avec mon père, et les réactions ont été folles. Certains ont dit que j'avais de la chance d'avoir un parent qui comprenait ça. D'autres ont dit que leurs parents ne le feraient jamais. Quelques personnes m'ont critiqué pour avoir séché les cours, mais peu importe. Le premier match de baseball d'Ethan après sa blessure a été angoissant pour nous tous, mais surtout pour papa. Je pouvais le voir se crisper chaque fois qu'une balle s'approchait d'Ethan, ses mains agrippant les gradins si fort que ses jointures en devenaient blanches. Mais Ethan a très bien joué, plus prudent qu'avant, mais toujours confiant. Après le match, papa l'a pris à part, et je les ai regardés discuter. Plus tard, Ethan m'a dit que papa s'était excusé de lui avoir mis autant de pression au fil des ans, d'avoir fait du baseball une façon de lui plaire plutôt que de simplement s'amuser. Papa a dit qu'il était fier d'Ethan, peu importe ce qu'il faisait, que ce soit du sport, de l'art ou littéralement, n'importe quoi d'autre. Ethan a dit que c'était la première fois que papa lui disait qu'il était fier de lui, juste pour ce qu'il était. Cette conversation a apparemment tout signifié pour lui. Au cours des mois suivants, j'ai vu mon frère devenir plus confiant et plus ouvert. Il a commencé à essayer de nouvelles choses, sans s'inquiéter de savoir si papa l'approuverait, et papa l'a encouragé dans tout ça. Les fêtes sont arrivées et sont passées avec notre famille dans cette nouvelle dynamique étrange qu'on essayait encore d'apprivoiser. Papa avait encore des moments où il retombait dans ses anciens schémas, nous disant de nous endurcir ou balayant nos émotions. Mais maintenant, quand il le faisait, il s'en rendait compte et s'excusait. Il disait « Désolé, c'était mon père qui parlait, pas moi. Laisse-moi réessayer. » Et puis il répondait d'une manière plus saine. Il était clair qu'il travaillait vraiment pour changer, même si c'était difficile et qu'il n'y arrivait pas toujours. Maman m'a dit en privé que la thérapeute de papa avait dit qu'il faisait des progrès remarquables pour quelqu'un qui avait passé 50 ans à réprimer chaque sentiment. Elle a dit qu'elle retombait amoureuse de lui, voyant la personne qu'il aurait pu être si son père ne l'avait pas brisé. J'étais heureuse pour eux deux et, honnêtement, heureuse pour toute notre famille. Nous devenions des personnes qui pouvaient vraiment être honnêtes les unes envers les autres, au lieu de jouer les rôles que nous pensions devoir jouer. Un soir de janvier, environ 4 mois après l'accident d'Ethan, nous dînions quand Ethan a abordé un sujet inattendu. Il a dit qu'un de ses amis avait fait son coming out gay, et que certains jeunes à l'école lui menaient la vie dure à cause de ça. Ethan a demandé ce que nous en pensions, et je pouvais le voir regarder papa avec nervosité. Dans le passé, papa avait fait des commentaires sur le fait que ce genre de choses était mal, ou contre nature. Les absurdités typiques de la masculinité toxique, mais là, il a fait une pause, et a réfléchi à sa réponse. Puis il a dit qu'il pensait que c'était courageux de la part de l'ami d'Ethan d'être honnête sur qui il était,
et que tous ceux qui lui menaient la vie dure géraient leurs propres insécurités. Il a dit que les gens devraient avoir le droit d'aimer qui ils aiment et d'être qui ils sont sans jugement. Le visage d'Ethan s'est illuminé de soulagement, et j'ai réalisé qu'il avait testé papa, pour voir si les changements étaient réels. Papa a dû s'en rendre compte aussi, car il a ajouté qu'il savait qu'il avait dit des choses ignorantes dans le passé, mais qu'il apprenait à être meilleur. Après le dîner, Ethan m'a prise à part, et m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Il a dit qu'il luttait avec sa propre sexualité depuis l'année dernière. Il n'était pas sûr d'être gay, bi ou autre, et il avait été terrifié de le dire à qui que ce soit à cause de la façon dont papa en parlait avant. Mais maintenant, en voyant la réaction de papa au coming out de son ami, il sentait que ce serait être possible d'être honnête sur lui-même, lui aussi. Je l'ai serré dans mes bras, et je lui ai dit que je l'aimais, quoi qu'il arrive, et que je le soutiendrais quand il serait prêt à faire son coming out à la famille. Il a dit qu'il n'était pas encore tout à fait prêt, mais savoir que je le soutenais le faisait se sentir moins seul. Je lui ai dit que nous devrions le dire à maman bientôt parce qu'elle serait d'un grand soutien aussi, et qu'ensemble, nous pourrions aider à préparer papa si nécessaire. Même si papa changeait, nous ne savions pas comment il réagirait au fait que son propre fils soit queer. C'était un niveau personnel différent qui pourrait réveiller ses anciennes convictions. Nous avons fini par le dire à maman la semaine suivante, et elle a réagi exactement comme je savais qu'elle le ferait. Elle a serré Ethan dans ses bras, lui a dit qu'elle l'aimait inconditionnellement, et l'a remercié de lui avoir fait confiance. Puis elle a dit que nous devions réfléchir attentivement à quand et comment l'annoncer à papa, car même s'il faisait des progrès, ce serait un véritable test pour voir jusqu'où il avait évolué. Elle a suggéré qu'Ethan pourrait être parlé à la thérapeute de papa en premier, pour obtenir des conseils professionnels sur la meilleure approche. Ethan a aimé cette idée, et maman a organisé ça. Quelques jours plus tard, Ethan a eu une séance avec la thérapeute de papa, et elle l'a aidé à planifier ce qu'il voulait dire. Apparemment, elle a également parlé à papa séparément de l'importance d'être ouvert d'esprit et de soutenir ses enfants si l'un d'eux venait un jour lui parler de quelque chose d'important. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, mais je suppose qu'elle préparait le terrain. La conversation a eu lieu un jeudi soir quelconque de février. Ethan a demandé si nous pouvions faire une réunion de famille, ce qui a immédiatement rendu tout le monde nerveux, parce que nous ne faisions ça que pour les choses graves. Nous nous sommes assis dans le salon, et Ethan avait l'air d'être sur le point de vomir d'anxiété. Papa n'arrêtait pas de demander si quelque chose n'allait pas, si Ethan avait des ennuis, ou s'il s'était blessé. Finalement, Ethan l'a juste dit. Je suis gay ou peu être bisexuel. Je cherche encore à comprendre, mais j'aime les garçons, et j'avais besoin que vous le sachiez tous. La pièce est devenue d'un silence de mort. Maman a immédiatement dit qu'elle l'aimait, et s'est levée pour le serrer dans ses bras. J'ai fait de même, mais papa est juste resté assis là, à fixer le vide, en train de digérer la nouvelle. Ethan le regardait avec cette expression de terreur absolue, attendant le rejet, la colère ou la déception. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé être une éternité, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Puis, papa s'est levé, s'est approché d'Ethan, et l'a serré dans ses bras avec l'étreinte, la plus forte que je l'ai jamais vue donner à qui que ce soit. Il a dit « Je t'aime. Rien de ce que tu pourrais me dire ne changerait ça. Je suis fier de toi d'avoir été honnête. » Sa voix tremblait, et quand ils se sont enfin détachés, papa avait encore des larmes qui coulaient sur son visage. Il s'est excusé pour chaque remarque homophobe qu'il avait jamais prononcée en présence d'Ethan, pour avoir créé un environnement où Ethan avait eu peur d'être lui-même. Il a dit qu'il apprenait encore et qu'il ferait probablement des erreurs parfois, mais qu'il s'engageait à soutenir Ethan complètement. Ethan a commencé à pleurer, lui aussi. Des sanglots de soulagement, comme s'il avait retenu son souffle pendant des années, et pouvait enfin respirer. Maman et moi pleurions toutes les deux à ce moment-là. Et nous avons tous fini par faire un grand câlin de groupe, au milieu du salon. Ce fut l'un de ces moments qui réécrit tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille. Papa était vraiment, sincèrement, en train de se transformer en quelqu'un de capable d'un amour et d'une acceptation inconditionnelle. Cette nuit-là, après qu'Ethan soit allé se coucher, papa est venu dans ma chambre, et a demandé si nous pouvions parler. Il s'est assis sur ma chaise de bureau, l'air épuisé, mais étonnamment apaisé. Il a dit que le coming out d'Ethan lui avait fait réaliser à quel point il avait été près de perdre ses 2 enfants en étant si rigide et fermé. Que s'il avait continué sur sa lancée, Ethan ne se serait jamais senti en sécurité pour lui dire la vérité, et je l'aurais tenu à distance pour toujours. Il a dit que le travail qu'il faisait en thérapie était dur et douloureux,
mais que vivre des moments comme celui de ce soir en valait la peine. Il découvrait des parties de lui-même qu'il avait enfouies si profondément qu'il avait oublié leur existence. La partie qui pouvait ressentir la joie, la tristesse et l'amour, sans avoir peur. La partie qui pouvait se connecter à ses enfants en tant que personne réelle. Il m'a remercié d'avoir été patiente avec lui, pendant qu'il cherchait comment être un meilleur père. Je lui ai dit que j'étais fière de lui, moi aussi, ce qui lui a encore mis les larmes aux yeux. Ce nouveau papa, qui pleurait ouvertement, m'était encore étranger, mais dans le bon sens. Les mois qui ont suivi ont probablement été les plus sains que notre famille ait jamais connus. Papa a continué la thérapie et a commencé à lire des livres sur l'intelligence émotionnelle et la déconstruction de la masculinité toxique. Il a rejoint ce groupe d'hommes au centre communautaire local, où les gars parlaient de leurs sentiments et se soutenaient mutuellement face aux épreuves de la vie. Il a dit qu'au début il trouvait ça ridicule, mais que c'était devenu l'une des choses les plus précieuses qu'il faisait. Il rentrait de ces réunions et partageait ce qu'il avait appris. Combien d'autres hommes luttaient contre les mêmes problèmes que lui, comment on leur avait tous appris que les émotions étaient une faiblesse et que les vrais hommes souffraient en silence, et comment cette croyance les détruisait, eux et leur famille. Il a dit qu'un gars du groupe avait détruit son mariage parce qu'il ne pouvait pas communiquer émotionnellement. Le fils d'un autre gars avait fait une tentative de suicide, et il n'avait aucune idée que son enfant allait mal parce qu'il n'avait jamais appris à se parler vraiment. Entendre ces histoires a rendu papa encore plus déterminé à changer. Il ne voulait pas être un autre exemple tragique d'un homme qui a tout perdu, parce qu'il ne pouvait pas admettre qu'il avait des sentiments. Il a commencé à faire de petites choses, qui semblaient insignifiantes, mais qui signifiaient tout. Il m'envoyait des textos pendant la journée, pour me demander comment j'allais. Il avait de vraies conversations avec Ethan sur sa vie, au-delà du baseball. Il remerciait maman pour des choses précises au lieu de considérer ce qu'elle faisait comme acquis. Il nous disait à tous qu'il nous aimait avant d'aller au lit, ce qu'il n'avait littéralement jamais fait auparavant de toute ma vie. Ces petites actions constantes ont fini par forger une relation complètement différente. J'avais vraiment envie de passer du temps avec lui maintenant, au lieu de l'éviter. Ethan a commencé à aller le voir pour lui demander des conseils sur l'école, les amis et les histoires de cœur. Maman a dit que leur mariage semblait comme neuf, comme s'ils se redécouvraient après des années de distance émotionnelle. En avril, notre école a organisé un événement pour le mois de la sensibilisation à la santé mentale, où les élèves pouvaient partager leurs histoires. J'ai décidé de parler du deuil et de la perte d'Ashley, mais aussi du parcours de mon père et de la façon dont le regarder apprendre à exprimer ses émotions m'avait aidé à gérer les miennes. Je n'ai pas utilisé son nom, ou de détails précis, mais j'ai parlé du fait de grandir dans une maison où les sentiments n'étaient pas autorisés, et à quel point c'était destructeur. Comment cela m'avait poussé à enfouir ma douleur jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Et comment voir un adulte enfin abattre ses murs, et devenir vulnérable, m'avait donné la permission d'en faire de même. La réaction a été bouleversante. Tant d'élèves sont venus me voir par la suite pour me dire qu'ils s'identifiaient à ça, que leurs parents étaient pareils. Des professeurs m'ont remercié d'avoir été assez courageuse pour en parler. Quelqu'un l'a filmé et posté en ligne. Et c'est devenu viral sur TikTok, de tous les endroits possibles. Soudain, des milliers de personnes commentaient leurs propres expériences avec des parents émotionnellement indisponibles. Papa a vu la vidéo parce que quelqu'un de son groupe d'hommes la lui a montrée. Il m'a appelé ce soir-là, et j'ai cru qu'il allait être en colère que j'ai partagé des histoires de famille publiquement. Mais au lieu de ça, il a dit qu'il était fier de moi d'avoir utilisé mon expérience pour aider d'autres personnes. Il a dit que si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'un enfant à se sentir moins seul ou faire réaliser à un parent qu'il devait changer, alors ça valait tout l'embarras qu'il pourrait ressentir. Cette réponse montrait à quel point il avait évolué. L'ancien papa aurait été furieux que je déballe les affaires de famille. Ce nouveau papa comprenait que partager nos difficultés pouvait aider les autres. Il a même demandé si j'étais d'accord pour qu'il partage sa propre histoire dans son groupe d'hommes sur ce qui avait changé pour lui. Je lui ai dit absolument, et qu'il devrait la partager partout où il pensait que ça pourrait aider quelqu'un. Quelques semaines plus tard, il m'a dit qu'il l'avait partagé, et que plusieurs gars l'avaient remercié, et avaient dit qu'ils allaient essayer la thérapie, eux aussi. Un homme a dit que l'histoire de mon père avait littéralement sauvé sa relation avec sa fille adolescente. Arrivé à l'été, notre famille semblait méconnaissable par rapport à ce qu'elle était un an plus tôt. Nous nous parlions vraiment de choses sérieuses. Nous partagions nos sentiments, sans craindre le jugement. Nous nous soutenions mutuellement dans les moments difficiles, au lieu que chacun souffre de son côté.
Papa était devenu quelqu'un vers qui je pouvais aller avec n'importe quel problème, sachant qu'il m'écouterait et essaierait de m'aider au lieu de simplement me dire de me débrouiller. Ethan sortait ouvertement avec un garçon de sa classe, et papa l'avait même rencontré, et avait été tout à fait normal à ce sujet. Maman était plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années, plus légère en quelque sorte, comme si elle avait porté un poids dont elle était enfin libérée. Nous avions encore des problèmes, évidemment. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions fonctionnels et honnêtes les uns envers les autres, ce qui semblait révolutionnaire pour notre famille. Et tout a commencé parce que mon petit frère a été frappé au visage par une balle de baseball, et s'est excusé de pleurer, ce qui a fini par percer l'armure de mon père, et lui a fait réaliser ce qu'il nous faisait subir. En y repensant aujourd'hui, je pense à quel point les choses auraient pu être différentes, si Ethan ne s'était pas blessé de cette manière précise à ce moment précis, alors que papa était déjà secoué par la mort d'Ashley et mon chagrin. Si Ethan n'avait pas dit ces mots exacts qui ont touché papa si personnellement. Si papa s'était simplement entêté dans ses convictions au lieu de les laisser se fissurer, nous aurions pu finir comme une autre de ces familles qui s'éloignent lentement à mesure que les enfants grandissent et quittent le nid, en gardant des relations polies mais superficielles, sans jamais vraiment se connaître. Au lieu de cela, nous avons eu cette deuxième chance de construire quelque chose de vrai. C'est toujours bizarre parfois d'avoir un père qui me pose des questions sur mes sentiments et qui se soucie vraiment de la réponse. D'avoir un père qui me dit qu'il m'aime et qui est présent pour les choses qui comptent pour moi, mais c'est une bonne forme de bizarrerie. Le genre où l'on est reconnaissant pour quelque chose qu'on ne savait pas pouvoir avoir. Ethan m'a dit récemment qu'il se souvient à peine de l'ancienne version de papa désormais. Il a dit que cette version actuelle est simplement qui est papa maintenant dans son esprit, et le gaz émotionnellement indisponible d'avant semble être une autre personne. Je n'en suis pas encore tout à fait là, car j'ai 16 ans de souvenirs avec l'ancien papa contre moins d'un an avec le nouveau, mais j'y arrive. Chaque interaction positive vient écraser une ancienne interaction négative, remplaçant lentement la base de données de qui est mon père dans ma tête. Être qu'un jour je penserai à lui comme le père qui a été présent, qui a changé, qui nous a aimés suffisamment pour faire le difficile travail de devenir meilleur. C'est le père dont je veux me souvenir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime, un commentaire, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.